Ok, vous m'entendez bien? Super. Déjà, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Donc, merci d'être venus nombreux et nombreuses. Sur la question de comment on décide à un moment d'utiliser des modes d'action qui nous sont singuliers, donc là en l'occurrence la danse, la musique, le mouvement techno aussi, je pense qu'il y a toujours aussi un peu un effet rétroactif de vouloir intellectualiser et conscientiser et donner un peu une raison comme si on l'avait bien pensé en amont. En fait, ça se passe pas vraiment comme ça, enfin en tout cas dans mon cas ça s'est pas passé comme ça. Et il y a un peu un truc aussi de se dire on milite et on se mobilise d'une manière parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous procure de la joie et de la force, et sinon on se met pas en mouvement. Parce que quand on est engagé sur des luttes ou des sujets qui nous tiennent à cœur, parfois c'est des sujets qui peuvent être difficiles ou c'est des luttes qu'on mène un peu comme ça sur le long cours. Et du coup c'est hyper important de trouver des modes d'action qui nous correspondent et qui nous donnent envie d'y retourner le lendemain, quoi, très concrètement. Et donc, nous, avec mon collectif donc Action Justice Climat Paris, à l'époque, on était donc pendant les manifs contre la réforme des retraites, en soutien au mouvement des travailleurs et des travailleuses qui luttaient donc contre la réforme des retraites, qui voulait allonger l'âge de départ à la retraite. Et on réfléchissait à comment faire venir un maximum de personnes à nous. Et l'enjeu, c'était pas de dire on veut dépoussiérer un peu les vieux syndicaux, enfin les vieux syndicats, avec peut-être aussi un truc un peu présomptueux de se dire bah tout ce qu'ils ont fait ça marchait pas, nous on va faire mieux. En fait, les syndicats ou en général les mouvements sociaux, ils ont déjà utilisé ces modes d'action avant. Hein, il suffit d'aller en manif pour voir que régulièrement, c'est des camions avec des gens qui crient dans le micro, qui balancent du son, qui ont des cortèges plus ou moins rythmés. On peut penser aussi au Batucada. Enfin voilà, c'est des choses qui existent déjà. C'est juste qu'à un moment, on l'a fait peut-être en essayant aussi de réunir un peu d'autres héritages, là en l'occurrence l'usage de la musique techno, et avec la chance d'avoir eu la foudre du buzz qui a frappé à ce moment-là et qui a donné beaucoup de visibilité. Mais du coup, avec un peu ce truc rétroactif de dire, bah, ok, ça a été bien pensé, on l'a fait, mais c'était pas forcément prévu au départ. Et aussi, l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que il y a aussi quelque chose, un peu quand on est dans les sphères militantes, de se dire il suffit d'avoir un discours extrêmement articulé, très chiffré, sourcé, pour que les gens viennent à nous, s'y reconnaissent et se disent ah bah tiens, ils ont raison, je vais aller de leur côté. Mais en fait, la manière de s'adresser aux gens, ça passe aussi beaucoup par l'émotionnel. Et ce qui vous met en mouvement, ce qui fait que vous vous dites bah là en fait, je suis pas d'accord. Et non seulement je suis pas d'accord, mais je vais le dire et je vais aller m'engager contre ou m'engager pour, bah, c'est parce qu'on vient vous toucher au niveau de vos émotions. Et même si on revient à la racine latine, movere, c'est ce qui met en mouvement les émotions. Et donc, l'art, la culture, la danse, la musique, l'illustration, c'est un langage, et ce sont des langages qui parlent directement aux émotions et qui viennent mettre en mouvement, justement. Et donc, c'est aussi cette réflexion qui moi, me, me convainc, me convainc, me convainc, conviennent, d'utiliser voilà, ces modes d'action, et c'est pour ça que je le fais. Oui, bah, je souscris à tout ce que tu viens de dire, hein, bien évidemment, tout pareil. Moi, l'idée de vulgariser des choses en bande dessinée et d'utiliser la bande dessinée et les réseaux sociaux, particulièrement la bande dessinée sur Instagram, ça m'est venu aussi beaucoup de mes études, parce que j'en parle pas souvent, mais mon mémoire de M2, je l'ai fait sur les dessinateuristes de Charlie Hebdo, qui ont survécu à l'attentat et qui ont tous publié une bande dessinée quasiment l'année ou 2 ans après, qui parle de leur trauma et bref, de comment ça les a guéris et de qu'est-ce que c'est venu changer dans leur rapport à la politique d'avoir survécu à cet attentat. Mais donc du coup, j'avais vraiment le nez dans la bande dessinée, la caricature de presse et l'impact politique que ça avait, et aussi ce rapport à l'humour. Et moi, j'étais très investie dans les milieux féministes, enfin je le suis toujours, mais je faisais beaucoup de désobéissance civile avec Collège Féminicide Paris à cette époque-là, en 2019. Et je me suis aperçue que moi aussi, j'avais envie de parler de sujets extrêmement graves, là en l'occurrence les violences sexistes et sexuelles et le féminicide, mais de le faire d'une manière qui rende le sujet accessible, donc pourquoi pas en faisant de l'humour. C'est très difficile de faire de l'humour sur des sujets très graves comme ça, sans que ça devienne agressif et offensant, ce que Charlie Hebdo fait très mal justement. Et donc du coup, mais non mais j'avais lieu de m'en rendre compte aussi parce que je faisais
parce que je faisais mon mémoire là-dessus. Et la deuxième chose aussi dont je me suis aperçue, c'était que le jargon était, quand tu parles de langage, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le jargon de la lutte sociale, parfois, il n'est pas du tout accessible. Les sociologues, on dirait qu'ils font exprès d'employer des mots compliqués pour qu'on ne les comprenne pas. Et je me disais qu'en fait, il y avait beaucoup de concepts qui étaient soit trop peu connus, soit mal compris, et que en les vulgarisant en bande dessinée, et pourquoi pas en ajoutant des blagues, en fait, ça pouvait diffuser du savoir efficacement. Et enfin, la troisième raison, c'est que moi, je suis passionnée de dessin, et dessiner, c'est la manière dont je m'exprime le mieux, je trouve. Et c'est comme ça que j'arrive à faire passer mes émotions, que j'arrive à communiquer ce qui me bouleverse à d'autres. Et donc, du coup, j'ai utilisé un peu ces trois langages-là, celui de la vulgarisation, celui du dessin et celui de l'humour, pour donner à voir en fait des luttes qui me mobilisaient et essayer de les faire essaimer partout et participer à ce truc aussi qui me tient énormément à cœur, qui est l'éduc-pop, en fait, enfin, l'éducation populaire, et faire sortir nos discours qui se veulent sociaux hors d'un tout petit sérail étudiant ou militant assez privilégié finalement, quoi. Donc c'est vraiment toutes ces raisons-là, mais comme le dit très bien Mathilde, en fait ça n'a pas forcément été méga réfléchi sur le moment, c'est juste que j'ai fait ma première action de collage, mon compte Instagram il était complètement confidentiel à l'époque, et j'ai fait une petite BD à l'encre de Chine de nous trois, mes trois copines rencontrées, dont une qui est devenue une de mes meilleures potes, qui est Louise Dubrec et Louise Adona. C'est une des premières personnes avec qui j'ai collé, et juste je l'ai représentée dans cette petite BD où on est juste allé coller un truc, et en fait ce post a beaucoup buzzé, et j'ai reçu énormément de messages qui me disaient comment est-ce qu'on peut vous rejoindre, parce que le CFP c'était énorme à l'époque, les messages qui dénonçaient les féminicides, on pouvait pas traverser Paris sans en rencontrer un à cette époque-là, entre août et septembre 2019, et donc c'est ça en fait qui m'a convaincue de la pertinence de ce mode d'action-là. En même temps, la désob, et raconter la désob en images, et emporter l'adhésion aussi comme ça. Top. Est-ce que quelqu'un a une question d'ailleurs? Merci beaucoup. Sinon, je continue. Moi, j'en avais une autre. Je me permets de poser la question derrière. Justement, vous avez parlé de ce côté un peu expérimental où vous tentez des trucs, ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a moyen dans vos expériences personnelles, justement, par rapport au collage, Blanche, dont tu parlais, ou Mathilde, par rapport à ce que tu as pu faire, justement, en 2023 et après, de ce côté, justement, réflexion collective, de voir ce qui fonctionne pas, comment empiriquement on arrive à lancer des trucs, quoi. Moi, c'est beaucoup ce que je dis dans mon essai La bataille culturelle qui va sortir. Un des trucs dont je me suis aperçue, c'est que tirer tout le temps la gueule et dire tout le temps que ça fonctionne pas et qu'on va jamais y arriver, c'est inefficace, vraiment. Et c'est pour ça que je mets vraiment toute mon énergie dans la joie militante. C'est que je me suis aperçue que à trop distiller de la colère et du ressentiment et à ne parler, c'est hyper important la colère, ça peut être ça peut nous nourrir, ça peut nous galvaniser, c'est une émotion méga importante et c'est souvent par la colère qu'on entre en militance. Il n'empêche que ça suffit pas. Si c'est que ça, en fait, il y a un aspect démoralisant et qui nous fait du mal et qui fait du mal aux autres, parce qu'en fait on tombe rarement dans les milieux militants par hasard, et souvent on a des passés souvent traumatiques, souvent difficiles, et en fait on est trauma contre trauma, et si on ne prend pas le temps de se guérir c'est un truc qu'on a à Action Justice Climat aussi, qui est le bien-être militant, et dont on ne prend pas le temps de prendre soin de nous, de prendre soin de nos espaces, de prendre soin de nos autres émotions qui ont aussi besoin qu'on s'occupe d'elles pour pas se laisser bouffer par la colère, et ben on arrive à quelque chose de finalement un peu délétère et pas forcément hyper fécond. Et moi, c'est une de mes plus grosses réalisations, je pense, depuis que j'ai commencé à militer vraiment sur le terrain et pas juste de manière théorique en lisant des livres. C'est ça, c'est le besoin de créer des narrations joyeuses et de faire attention à des émotions qui ont souvent été dépréciées, en fait, et même dépréciées au sein des luttes. La bienveillance, la gentillesse, la douceur, le fait de ralentir aussi, de pas toujours être dans l'urgence, le fait de s'écouter, le fait de pas se cramer, parce qu'il y a toujours, c'est des luttes qui sont tellement importantes, c'est des causes qui sont tellement graves que c'est toujours urgent en fait. Il y a toujours des vies qui sont en jeu, il y a toujours des gens qui sont plus opprimés que nous, et donc du coup prendre le temps de ça, et c'est souvent parce que c'est des émotions, et je reviens du coup sur le thème de la table ronde qui est le féminisme, mais c'est des émotions féminines
féminines, enfin associées au féminin, à tort ou à raison, et qui donc du coup sont souvent dépréciées, qui sont vues comme des choses faibles, des choses qui sont moins importantes que d'autres manières de lutter plus viriles finalement. Et moi, c'est apprendre ça qui m'a fait me mettre sur ce cheval de bataille-là. Mais ça ne veut pas dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas pour les mettre forcément en opposition. Moi, je crois fermement que à la diversité des tactiques, en fait. Je crois fermement qu'il faut plusieurs modes d'action pour arriver à quelque chose qui soit efficace au global. Et donc l'idée, c'est pas juste de dire la colère, c'est pas bien, ou péter du mobilier urbain ou foutre le feu à des trucs, c'est pas bien. C'est pas du tout ça. C'est plutôt, il faut aussi faire autre chose et il faut aussi proposer autre chose et on peut pas faire que ça. Et donc du coup, acceptons finalement, moi c'est ça, voilà, le truc où est-ce qu'il y a un truc qui a marché, qui n'a pas marché, penser qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de faire, je pense que c'est une impasse. Il y a plein de bonnes manières de faire, il faut accepter que des gens aient des techniques différentes et se renforcer justement parce qu'on n'a pas tous les mêmes outils et on n'a pas tous et toutes les mêmes forces. Et donc quelqu'un qui est très fort dans un truc, on peut mettre nos réseaux et nos ressources en commun et l'aider dans un truc sur lequel lui il est super nul et moi je suis super forte par exemple. Donc voilà, ça a été un de mes bilans perso. Yes, plutôt d'accord, enfin même très d'accord. Moi je dirais que si on parle justement de ces nouvelles formes de militantisme, du coup c'est des formes de militantisme qui sont surtout beaucoup en ligne sur les réseaux sociaux. Et un des leurs, ça peut être justement cette course à la viralité et d'avoir l'impression qu'on a de l'impact parce qu'on fait un contenu qui est viral. Et en fait, les algorithmes, ils ont tendance à valoriser des contenus qui sont en réactif, quoi, en réaction à, malheureusement, par exemple, aux élucubrations de Donald Trump en ce moment. Et en fait, ça va être à chaque fois la course à la surenchère de réagir à la dinguerie que Monsieur Trump, on va même pas lui dire monsieur, vient de nous sortir outre-Atlantique. Et c'est d'ailleurs aussi malheureusement une des stratégies de l'extrême droite, de notamment du fascisme états-unien, de nous noyer sous une série et des trombes de déclarations toutes plus offensantes et dangereuses les unes que les autres, pour en fait nous noyer complètement et nous choquer, et qu'on soit tellement sidérés qu'on soit en incapacité de réagir. Et je pense que c'est un leurre justement de vouloir, en fait, que poser comme acte de militantisme uniquement la réaction à ces déclarations et aux commentaires politiques. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'il va continuer à le faire tout le long de son mandat. Et si c'est pas lui, ce sera d'autres. Et les autres le font aussi. Et en plus, il y a un alignement généralisé des extrêmes droites à travers le monde sur le modèle trumpiste, parce que pour l'instant, il a fonctionné vu qu'il est revenu au pouvoir. Et donc, et pour moi, c'est un leurre. En fait, on a l'impression qu'il y a du gain, parce que dès que tu vas commenter très rapidement ce que Trump a fait, en fait, tu fais des contenus qui fonctionne plutôt bien d'un point de vue juste viralité, mais en fait on n'est pas en train de construire du pouvoir quand on fait ça, et même on démoralise un peu, j'ai l'impression, tout le monde, parce qu'on va créer de la peur et de la colère et de la sidération. Et quand on va juste commenter ce qu'il vient de dire, moi je sais pas vous, mais quand on est sur nos smartphones ou ordinateurs et qu'on est en train de voir tout ce qui ce qui nous est arrivé pendant la nuit et toutes les déclarations qu'il a faites pendant la nuit, en fait on se sent hyper pas démobilisé, mais on a l'impression d'être tout petit face à un truc complètement énorme sur lequel on n'a aucune prise, on ne sait pas du tout comment réagir, et juste on est un peu sidéré par ce qui tombe, quoi. Donc je pense qu'une des pistes, c'est d'arrêter d'être dans le commentaire de ce qu'ils disent, et de se dire, mais en fait, ok, très bien, qu'est-ce qu'on peut faire nous, et comment je peux construire du pouvoir pour les associations, les mouvements sociaux, les sujets sur lesquels j'ai envie qu'on gagne. Parce qu'en fait, pour l'instant, en France, on n'a pas encore un Trump bis au pouvoir, et on a encore des marges de progression. Et on l'a vu très bien, il y a eu ce truc complètement sidérant de l'investiture de Donald Trump en fin janvier. Et ensuite, en février, on a eu un peu un moment de grâce, où en une journée, on a gagné 2 victoires politiques historiques en France. La première, c'était la première loi au niveau mondial, c'est la plus grande avancée, qui interdit une grande partie des polluants éternels, les PFAS, en France, et qui oblige les entreprises à devoir payer la dépollution des zones qu'elles ont contaminées. Donc c'est vraiment historique comme avancée. Et la deuxième, c'était une loi pour taxer les plus hauts patrimoines, donc la fameuse taxe ZUCPAN, qui rapportera environ 20 milliards par an dans les caisses de l'État. Et pareil, c'est une avancée même d'un point de vue idéologique, quoi. On a vraiment fait un pas de géant par rapport à ce que pour l'instant on est dans une injustice fiscale totale, quoi. Et comment on a gagné? Parce qu'on s'est un moment, pendant 10 jours, 15 jours,
on a arrêté de se focaliser sur ce que, sur ce que nous racontait Trump et consorts, et on s'est concentré sur comment nous, ici et maintenant, on va pouvoir gagner. Et bah, comment on va faire du bruit, on va arrêter de commenter ce qu'ils font, mais on va parler plutôt de ce que nous, on veut voir advenir. On va parler du fait que nous, on veut voir une loi qui nous fasse avancer sur les polluants éternels, et on veut une loi pour taxer les ultra-riches. Et en faisant monter ces sujets, en commentant ces sujets, en les repartageant, en envoyant des mails en nombre aux députés pour qu'ils votent la loi, en leur montrant qu'il y avait une pression citoyenne, un regard citoyen, et que si jamais ils ne votaient pas cette loi, eh bien, ils allaient être sanctionnés dans les urnes plus tard. En montrant comme ça qu'on était puissant et qu'on n'allait pas se laisser faire, eh ben, on a gagné coup sur coup. Et donc pour moi, c'est vraiment un exemple de comment comment on lutte le mieux quand c'est possible, parce que là, on est dans un contexte français où on n'a pas encore l'extrême droite au pouvoir. Il y a des pays où là, carrément, on est passé en mode résistance. Mais quand c'est pas encore le cas, je pense que vraiment une des pistes, c'est d'arrêter le commentaire. Si jamais il n'y a pas tout de suite de choses concrètes à faire pour s'engager contre, mais plutôt d'aller construire du pouvoir et s'occuper de qu'est-ce qu'on peut gagner ici et maintenant, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Merci. Justement, je trouve que c'est des très bons exemples que vous donnez sur la récupération des sujets qui sont ressortissants de la droite majoritairement et le commentaire de ces sujets. Mais du coup, aujourd'hui, quand on a des grands médias qui sont détenus par des gens qui nous imposent des sujets médiatiques, qui nous imposent des sujets politiques, qui pointent du doigt toutes les petites dérives de la gauche et que du coup, la gauche commence à se dire « Ah oui, c'est vrai, ils ont un petit peu raison, on pourrait faire mieux, etc. » Comment est-ce qu'aujourd'hui, on se réapproprie des sujets et on remet sur le devant de la scène des sujets qui sont propres à nos combats et comment est-ce qu'on les met en valeur plutôt que juste, comme vous disiez, faire du commentaire politique sur ce qui ressort de la droite, sur ce qui ressort des grands médias, sur ce qui ressort des grands groupes. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, vous avez une manière de créer de la proposition, créer de la visibilité sur des sujets qui nous concernent directement, plutôt que juste faire des retours sur ce qui nous est imposé dans les médias, dans le territoire et dans le visage politique aujourd'hui. Je peux commencer par citer un autre exemple qui nous concerne, Mathilde et moi, personnellement, mais justement, l'extrême droite essaye de se réapproprier les sujets féministes. Ils essayent de faire croire qu'il y a un violeur type, et puis pourquoi pas il est racisé, et puis pourquoi pas il est sous OQTF, et puis les hommes blancs, ils n'ont rien à voir là-dedans. Voilà, nous, on essaye de se battre à fond contre ce narratif qui est une aberration. Quand on regarde 3 secondes et demie les statistiques des VSS en France, enfin, vraiment, ça n'a rien à voir avec la vérité, mais pourtant c'est le discours qu'on entend partout. Et ben en septembre, il y avait l'ouverture du procès Pellico. Et on a eu vent du fait que, parce qu'il y a des féministes badass qui font du travail de veille sur les fémino-nationalistes d'extrême droite, on a eu vent que Nemesis essaierait de se réapproprier cette lutte et de faire un rassemblement pour faire comme s'il y avait un aspect raciste au viol collectif et organisé de Gisèle Pellico par plus de 50 mecs. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse une manif avant eux. Et donc avec Anna Toumazov et Mathilde, vraiment on s'est réunis, on était en mode ok, cellule de crise. Là on a une semaine pour organiser un rassemblement et imposer notre récit à nous, médiatique, notre cadrage sur ce procès. Et ce qui jouait en notre faveur, c'est que tout le monde en parlait de ce procès. C'est-à-dire que vraiment, tous les médias, droite ou gauche, vraiment tout le monde parlait de Gisèle Pellico tellement l'affaire était hors norme. Et donc on était en mode, là, il y a un coup de projecteur et il faut que le projecteur, ce soit nous qui nous mettions sur le devant de la scène et qu'on impose un cadrage de gauche. Et c'est ce qu'on a, je trouve, réussi à faire en mettant en commun, un peu comme on a fait pendant les législatives, en mettant en commun nos ressources, en mettant en commun nos réseaux, et en disant, ok, en fait, on va faire un truc à République, on sera là, et c'est nous qui avons le micro, et c'est nous qui allons inviter des gens à parler, et des gens d'horizons très différents, de collectifs très différents, pour avoir un point de vue en fait intersectionnel et de gauche sur cette affaire-là. Et elles ont essayé de cracher la manif Nemesis, et personne ne les a vus, parce qu'au final, on était 10 000 à République, et en fait, les gens ont scandé des slogans que tous les médias étaient là pour relayer, parce qu'on leur avait donné rendez-vous pour parler de Pellico, parce que Pellico c'était l'actualité, du coup ils étaient là, et comme c'était nous qui crions le plus fort et qui avions les pancartes les plus stylées, et ben en fait c'est ça c'est ça qui a été relayé partout.
en fait. Et donc ça, je trouve un exemple de comment est-ce qu'on peut essayer de hijacker les couvertures médiatiques, même quand elles nous sont pas favorables, et même quand il n'y a pas que des médias indépendants sur place. Il y en avait plein, et c'était trop stylé, mais il y avait aussi voilà, des beaucoup plus mainstream. Voilà, il y avait Le Monde, il y avait Brut, voilà, et donc d'avoir Rémi Buzine et de lui dire attends, en fait, interviewe-moi plutôt que d'interviewer des fémos nationalistes à côté, en faisant aussi du lien entre le monde associatif, mais aussi le monde de l'influence, que tu disais un peu, de ne pas rester seulement en ligne et d'avoir du contenu. Nous, on a utilisé la mobilisation en ligne pour ramener du monde sur place. Mais ensuite, on a filé le micro et on a invité à parler des personnes aussi qui ont co-organisé la manif avec nous, des collectifs et des associations qui font du travail de terrain et qui ne sont pas forcément hyper médiatiques, qui n'ont pas forcément cette visibilité-là. Donc nous, on mettait en fait notre réseau, nos ressources, nos influences et les outils qu'on sait maîtriser. Encore une fois, parfois des assos, elles font un taf de dingue, mais elles savent pas faire un reel. Et donc du coup, nous, on peut mettre les outils, on peut mettre les outils qu'on maîtrise au service de personnes qui ont besoin de cette visibilité. Et comme ça, on court-circuite la narration de l'extrême droite. Et pour moi, c'est une grande partie de la bataille culturelle et de son importance. Ouais, et pour abonder sur cette question des médias qui en vrai est centrale parce que c'est la manière dont on est informé, consolide une grande partie de comment on va pouvoir mener bataille derrière. Elle est vraiment fondamentale et je pense qu'une des choses à réaliser, c'est qu'en fait l'information, c'est un bien commun. C'est pas une question, c'est pas un débat d'experts, c'est pas un débat de journalistes, c'est pas un débat d'hommes politiques ou de femmes politiques, c'est notre débat à tous et toutes parce qu'on est tous et toutes responsables de notre paysage médiatique. Et le paysage médiatique français, il est en train de dériver vraiment de manière très dangereuse, quoi. Il y a un glissement qui s'opère et qui est documenté, hein. C'est pas moi qui le dis, quoi. C'est vraiment documenté par des observatoires, par des instituts, etc. Qu'il y a voilà, un glissement avec des théories et des concepts d'extrême droite qui sont de plus en plus, qui circulent, y compris dans des médias parfois du service public, etc., sans être remis en question et qui sont décrits tels quels, quoi. Le grand remplacement, enfin toutes ces théories fumeuses. Et donc, face à ça, donc comme c'est un bien commun, l'information, et qu'on est tous et toutes responsables, il y a différentes stratégies. Il y a la stratégie, évidemment, des médias indépendants, comme Street Press qui nous invite aujourd'hui, qui, justement, essayent de construire de l'information indépendante. Et il y a toute une dynamique de mise en commun des capitaux, de leur influence réciproque, pour, justement, qu'ensemble, ils puissent donner de la force et donner de plus en plus de force aux médias indépendants. Mais il y a aussi un travail qui serait à mener, qui serait un travail de bataille politique, quoi, et d'avancer au niveau législatif dans la loi, qui serait en fait, à mon sens, à la fois de sécuriser les services publics médiatiques, parce qu'en fait on se rend compte que dès que l'extrême droite arrive au pouvoir, comme on l'a vu en Hongrie, elle s'attaque directement aux médias du service public. Et d'ailleurs, dans le programme du Rassemblement national, il y a la volonté de privatiser France Télévisions et Radio France. Donc moi, je voudrais constitutionnaliser, par exemple, le principe de l'audiovisuel public. C'est pas une demande que j'ai vu porter, mais en vrai, on peut y penser à ce genre de protection-là. Et il y aurait un travail à mener aussi sur les médias dits privés, de régulation, où par exemple, idée sortie du chapeau, mais je suis pas élue, mais voilà, s'il y a des élus dans la salle, qui serait par exemple de limiter à un pourcentage extrêmement bas le fait qu'un actionnaire possède un média. Par exemple, on ne peut pas posséder à plus de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1%, et puis pas non plus d'autres membres de la famille, parce que si c'est tous les membres de la même famille, mais qu'ils ont tous 1%, bah, en fait, à la fin, on a quand même le même problème, quoi. Donc voilà, il y aurait des dispositifs à voter, en fait, et à avoir dans la loi qui nous permettraient de casser justement cet empire médiatique, malheureusement d'extrême droite, qui commence à grossir autour de nous. Et pour ça, il faudrait du coup une campagne aussi citoyenne, parce qu'on est tous et toutes responsables de ce paysage médiatique, et que si, encore une fois, de toute façon, ça marche comme ça, c'est comme ça que les lois sont votées. J'ai travaillé 1 an et demi à l'Assemblée nationale, et j'ai pu le constater, mais voilà, c'est vraiment quand il y a une pression de l'opinion publique sur les élus qu'ils décident à se bouger. Donc si jamais il y avait une pression et une campagne citoyenne pour justement aboutir à ce type de loi, ben, clairement, ça ferait un peu de bruit, quoi. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. D'autres questions? Non, pas tout de suite. Bon, j'en avais encore. Justement, par rapport à cet aspect partage des savoirs que tu as évoqué, notamment, Blanche, quand tu parlais des associations qui parfois ne savent simplement pas comment employer, qui peuvent avoir une
ampleur immense dans le nombre de personnes qui peuvent être donatrices ou les soutenir, mais qui parfois simplement ne sont pas à la page, faut le dire, sur des modes de communication. Est-ce que justement, toi dans ton travail, à partir du cas des collèges, puis après toutes tes mobilisations, ou également Mathilde, ce que tu as pu voir toi du côté justement des cortèges, de l'animation en manif et à côté, est-ce que vous avez eu des liens, on va dire directement avec des assos, partis, syndicats qui vous ont apporté quelque chose, à qui vous avez apporté quelque chose, ou également parfois où des fois le dialogue se fait pas pour plein de raisons, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça justement pour les mobilisations? Oui, oui, on est dans un échange constant de ressources et de savoir, hein, vraiment. Parfois, d'ailleurs, on a fait toutes les deux des vidéos, soit au planning familial, soit... moi, je suis allée au LAO Power, qui accueille des jeunes femmes victimes de violences et qui fuient les violences dans le cadre conjugal ou familial de 15 à 25 ans. Donc c'est un type particulier de victimes parce que c'est les victimes qui sont les plus nombreuses statistiquement et qu'on retrouve le moins dans les parcours de soins. Et en fait, cet asso, elle a constamment besoin de sous, de visibilité. Donc moi, je suis allée là-bas pour dire, regardez, c'est quoi le LAO, nanana, et donner un petit peu de visibilité à ça. Et par ailleurs, en fait, toutes les assos n'ont pas les mêmes fonctions. C'est-à-dire qu'il y a des assos qui peuvent être juste de la mise en relation, et des assos qui accompagnent les femmes et les victimes de violences, personnes queer aussi, dans leur parcours, soit de soins, qui fournit des thérapies, etc., soit judiciaires, qui vont accompagner des victimes dans des parcours de dépôt de plainte, de suivi juridique, ou parfois c'est des assos qui aident les personnes migrantes qui ne parlent pas très bien français, qui sont dans un espèce de cauchemar de millefeuille administratif, qui les aident aussi. Et puis après, tu as des assos qui servent à juste faire de la levée de fonds, et puis qui redistribuent des sous à d'autres assos plus petites qui n'ont pas les mêmes moyens et qui n'ont pas les mêmes outils. Et donc du coup, en fait, quand on connaît un petit peu mieux le tissu associatif, on voit que c'est aussi pour ça que je dis que la diversité des tactiques, c'est vraiment un truc qui gagnerait à être plus connu et popularisé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un maillage associatif incroyable de gens qui ont un truc sur lequel ils sont focus, mais qui se mettent en réseau avec d'autres gens qui font d'autres trucs à d'autres niveaux. On voit qu'il y a des besoins partout. Et donc on apprend en fait en faisant collectif avec ces personnes et en lançant, parfois c'est des assos qui viennent vers nous qui disent on va lancer une campagne sur tel truc, est-ce que tu veux bien nous aider? Parfois c'est l'inverse, il y a la campagne Notre Orage, en gros il y a une jeune plaignante qui s'appelle Clara Achour et qui a porté plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme suite à l'acquittement de son violeur. Donc elle a eu droit à un procès aux assises contre son violeur, ce qui est quand même hyper rare. Parce que, bon bref, je ne vais pas vous ressortir tous les chiffres et tout, mais c'est vraiment très rare que ça arrive jusqu'aux assises. Et son violeur a été acquitté alors qu'il avait avoué et qu'il y avait des preuves accablantes de sa culpabilité. Donc ça, c'est n'importe quoi. Et elle a été revictimisée par la procédure. La procédure était extrêmement humiliante, extrêmement sexiste, très violente. Et donc elle a porté plainte à l'instance encore supérieure, la Cour européenne des droits de l'homme, en disant, en fait, là, la France, elle ne respecte pas la Convention d'Istanbul qui s'engage sur un certain nombre de clauses à ce que les personnes comme Clara ne vivent pas le cauchemar qu'a été sa procédure judiciaire. Et là, en fait, il y a des activistes et des artistes qui se sont dit comment on peut t'aider, comment on peut apporter de la visibilité à ton histoire. Et c'est elles qui se sont fédérées ensemble pour faire appel à des associations et dire regardez, là on pense que médiatiquement il y a quelque chose qui se joue, si jamais on arrive à faire condamner la France pour manquement dans son traitement des VSS, ce sera un pas de géant accompli pour la prise en charge de ces violences et la prise en compte en fait commune de la société civile, qu'il y a un problème et que la France est condamnée, il faut le régler ce problème, on peut plus prétendre que c'est la grande cause du quinquennat, prétendre qu'on est exemplaire, ça c'est n'importe quoi. Et donc il y a quelque chose à gagner, il y a quelque chose qui se joue là. Et en plus, les associations, elles sont au courant de tout ce qu'on dénonce, elles le savent très bien. Elles voient défiler des femmes qui ont un parcours similaire à celui de Clara tous les jours. Et donc, on puisse leur mettre en commun nos savoir-faire et nos ressources autour de ça. Parfois, ça vient des victimes elles-mêmes, parfois, ça vient des artistes, parfois, ça vient des associations. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et surtout, c'est quelque chose qu'il faut faire, je pense. Parce que... encore une fois, les réseaux, l'influence, ça peut avoir un côté très individualisant, très starifiant aussi, où on a l'impression en fait qu'on est seul à porter une cause, alors que pas du tout, on n'est jamais toute seule, ou alors de réinventer l'eau chaude et d'avoir l'impression de mettre à jour des concepts, alors que des gens souvent bien plus dominés dans la hiérarchie sociale ont mis au jour ces mêmes concepts il y a 25 ans.
Et en fait, ça fait qu'on est fragmenté, ça fait qu'on a l'impression de redécouvrir des choses, alors qu'en fait, on gagnerait à lire ce qui a été fait avant pour ne pas avoir un peu un syndrome d'amnésie, en fait, et de passer notre temps à réexpliquer des trucs qui ont déjà été réexpliqués, plutôt que de construire sur une base commune. Et donc, pour moi, c'est vraiment un leurre de croire qu'on peut régler les choses tout seul ou toute seule. Et le militantisme de l'influence, il faut vraiment qu'il se nourrisse des luttes de terrain et de gens qui sont moins visibles que nous, mais qui font tout un tas de choses plus dans l'ombre et plus dans le cambouis, entre guillemets. Voilà. Complètement. Moi, sur cette question, justement, ça m'interroge sur ces questions de la différence entre alliance et convergence. Puisque quand on parle de convergence, c'est plus comme si on avait plein un peu de faisceaux. Avec mes grands doigts, là, je vous mime ce que c'est, mais comme s'il y avait un peu plein de faisceaux différents qui allaient converger vers un même objectif, mais peut-être en invisibilisant ce que chacune apporte avec son éclairage et son regard vis-à-vis de sa lutte. Alors que quand on parle d'alliance, c'est plus comment sur des enjeux ponctuels ou de manière répétée, mais en tout cas, comment sur des enjeux précis, chacune va venir apporter avec son regard l'aspect de sa lutte, etc. On va pouvoir faire un engagement commun, une alliance pour, par exemple, exemple très concret, la lutte contre la réforme des retraites. Moi, j'étais à l'époque je le suis toujours, mais je suis venue dans cette lutte avec ma casquette militante écologiste. Membre d'un mouvement qui s'appelle Action Justice Climat Paris et qui lutte sur les questions de justice climatique et de justice sociale. Et on réfléchissait à comment cette question de la réforme des retraites, du travail, quelle place dans notre société on accorde au travail, eh bien, elle est aussi interrogée à l'aune du réchauffement climatique et de la destruction de la biodiversité. Et comment ces sujets, en fait, ils sont même au cœur de cette question du travail, du temps de travail, de notre égalité ou non face à l'âge de partir en retraite, etc. Et donc sans invisibiliser ce sujet écologiste, mais en montrant qu'il était aussi lié au problème général de la réforme des retraites. Et pour moi, ça c'est déjà un premier aspect. Et l'autre aspect dans cette question d'alliance et non de convergence, c'est aussi... Nous, je l'ai beaucoup travaillé avec mon collectif Planet Boom Boom quand on est allé travailler avec les cheminots et cheminotes qui travaillent qui travaillent à Fret SNCF, donc le fret ferroviaire, le transport de marchandises en train, qui est en train de se faire dépioter par le gouvernement alors qu'on avait un service public excellent de transport de marchandises en train par voie ferrée, qui se fait remplacer par des camions, du transport routier, ou même du transport aérien, carrément, soyons fous, ou du transport par méga camion. Alors, faut imaginer un camion, mais en méga, quoi, un très très gros camion, qui pèse très lourd et qui pollue beaucoup. Alors que par train, c'est beaucoup plus écolo, quoi. Donc on détruit des emplois, on détruit un service public et on augmente la pollution, donc rien ne va. Et donc eux, ils sont arrivés avec cette problématique de dire, on travaille sur le fret ferroviaire, on est en train de se faire liquider, le gouvernement veut liquider Fret SNCF, qui est un service public. Est-ce que vous pouvez nous aider? Comment on peut faire ensemble pour travailler? Parce que c'est un sujet écolo, mais personne n'en parle. Le fret ferroviaire, c'est une espèce de concept un peu chelou, personne n'en entend parler, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on entend fret, on ne sait pas trop ce que c'est. Et nous, on est arrivé en disant, ok, on va composer une musique en reprenant, alors là c'est un peu technique, mais en reprenant les tuches qui disent des frites, ça va être du fret. Et on va composer un son un peu comme ça, entêtant, en piratant un peu les cerveaux, en rentrant un peu dans les cerveaux avec un slogan qui revient à fond. Et voilà, on a écrit cette musique, on l'a enregistrée en studio, on a tourné un clip avec elles et eux, donc les cheminots-cheminotes, lors d'une manifestation qu'ils ont fait. Et en faisant et ensuite, une fois que le son était fait, donc il existe maintenant, vous pouvez l'écouter d'ailleurs si vous voulez, vous ambiancer un petit peu. Et en fait, eux, c'était aussi un outil qu'ils pouvaient utiliser directement sur leur lieu de travail, parce que quand ils travaillent, par exemple, quand ils sont responsables de la gare, en fait, c'est eux qui peuvent mettre les ils peuvent parler bonjour, enfin, ils font pas ça, mais ils peuvent parler aux gens dans la gare, quoi. Et quand le patron était pas là, et en fait, ils balançaient le son dans toute la gare. Donc là, alors que les gens étaient en train d'attendre le train ou de faire leur vie, il y avait le son qui disait, en gros, je vais pas le chanter, mais en gros, les paroles, c'est de
dire qu'on veut pas, enfin qu'ils veulent pas que ce soit liquidé, quoi. Et du coup, c'était aussi un moyen très facile pour eux à actionner de protestation sur leur lieu de travail même, qui n'était pas non plus trop confrontatif pour pas se mettre en potentiel risque de licenciement ou sanction, mais voilà, un outil comme ça à déployer qui était hyper utile pour eux, qui en plus redonnait un peu de la fierté aussi, parce que d'avoir un hymne, un son à chanter ensemble, ça donne aussi de la force et ça ressoude un peu des liens collectifs, quoi. Et c'était très utile. Et cette lutte-là, très concrètement, elle nous a permis aussi de créer des liens d'amitié au-delà de juste on est alliés parce que on est d'accord sur un point, mais on a aussi créé des liens interpersonnels. Hier, j'étais à la NIF de Rem, le DJ de Planète Boom Boom, et à son anniversaire, il y avait Julien de Sudrail, de la fédération Sudrail nationale, quoi, donc le cheminot en chef. Et donc, ces liens d'amitié, ils sont aussi hyper puissants pour construire des alliances sur le long terme. Et ça permet aussi un peu de casser les clichés respectifs que des mouvements sociaux peuvent avoir les uns sur les autres. Les écolos sur les syndicats qui disent ils veulent juste pas supprimer d'emplois et ils s'en foutent de polluer. Et les syndicats qui vont dire les écolos, ils s'en foutent des questions de pouvoir d'achat et c'est que des bobos qui veulent juste pas qu'on pollue et ils s'en foutent si on supprime des emplois. Et en fait, ça nous permet de sortir des caricatures respectives et de très concrètement tisser des liens d'amitié et des liens de lutte sur des choses concrètes, quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'est super intéressant sur la question de la construction de symboles, d'imaginaires qu'on partage et qui peuvent être contestataires. Et tous ces liens entre justement individus, collectifs, si des personnes veulent rebondir dessus, poser vos questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main à n'importe quel moment, sinon moi je continue, ne faut pas me lancer. Non, et toujours justement pour aller... Ah oui, merci. C'est cette fameuse convergence des luttes qui est sans cesse recherchée, qui n'arrive toujours pas et qui n'arrivera pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas très grave. Vous le dites toutes les deux bien. Mais voilà, c'est pas le constat d'échec, c'est le constat de la société dans laquelle on vit. Mais bon, ça c'est une chose. Moi, c'était sur les formes de militantisme que je trouvais ça intéressante, parce que ce que vous évoquez, c'est des formes liées à des luttes, des mobilisations et de sensibilisation. À la fois, c'est comment, face à un projet, réforme de loi ou autre, une situation, il faut se mobiliser, quelle que soit la situation. Ça, c'est... Voilà, il y a ces formes. Et de l'autre côté, c'est comment on sensibilise à ces questions qui sont fondamentales. Et je me disais, il y a un truc là qui n'apparaît encore pas, parce que voilà, j'ai une enfant, c'est l'éducation. C'est comment on rentre à l'école, comment on rentre dans cette citadelle, comment on rentre dans son truc qui est... voilà, des associations essayent. Il y a différentes façons, voilà, d'y rentrer. J'entends par les réseaux, puisque c'est un des modes aujourd'hui essentiels de connaissances ou de jeunes. Mais il y a quand même le cadre normatif de l'école qui est... j'entends, voilà, mémoire, master, voilà, l'université, c'est possible. Je suis universitaire, donc tout ça, moi déjà rien que de parler en féminisant, ou en tout cas sans masculiniser, moi je le dis, hein, je parle en écriture inclusive, on me regarde, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, le masculin l'emporte pas sur le féminin, cette règle de grammaire qui a été inventée par des hommes, je vois pas pourquoi je devrais la reproduire. Voilà, c'est bon. Mais l'université, oui, mais comment on fait pour rentrer? Plutôt, la BD, c'est super bien. Comment on fait pour, à travers les bibliothèques, les écoles, pour ce travail, en fait, ce travail de fond? Moi, j'ai un peu un avis controversé là-dessus. Alors, déjà, d'une part, alors là, ils sont en train de petit à petit supprimer le pass culture, alors que c'était un des seuls trucs bien... un peu de ces 10 dernières années de mandat Macron. Le pass culture, c'était vraiment cool. Les écoles, les profs, c'est pas à elles de tout faire. Je dis elles volontairement parce que c'est 99% de meufs qui nous invitent dans leur classe pour faire venir des intervenantes pour sensibiliser leurs élèves. Donc en fait, il y a tout un réseau en fait d'enseignants et d'enseignantes qui sont proactifs là-dessus. Il y a le fait de faire des ouvrages qui rentrent dans les médiathèques, les bibliothèques, les CDI et tout. Moi, l'histoire de France au féminin, c'est un ouvrage jeunesse. C'est publié chez Casterman Jeunesse et ça a bonne presse dans les écoles parce que l'histoire de France, c'est un peu un petit cheval de Troie, quoi. On se dit ah oui, c'est le patrimoine, c'est la France. Non mais oui. Et donc le féminin, ils sont en mode ok, il y a des meufs, mais bon voilà, Jeanne d'Arc et tout. Et donc du coup.
Et donc, du coup, ça c'est possible de le faire. Mais Mythes et Meufs, c'est un peu pareil, mais c'est un peu plus militant. Mais comme il y a mythe, il se dit ah ouais, mythologie, nanana, et ils se rendent pas compte que c'est bien antipatriarcal. Mais je suis un peu en désaccord avec cette nécessité absolue d'aller dans les écoles, c'est que c'est les adultes qu'il faut faire changer, c'est pas les enfants. C'est les adultes ils sont les plus nombreux, ils sont les plus riches, et ils ont le plus de pouvoir d'agir, ils ont droit à la parole, et ils ont le droit de vote, ce qui n'est pas le cas des enfants. Et donc pour moi, c'est les adultes qu'il faut convaincre. Et les enfants, bien sûr que c'est important de les éduquer avec des valeurs progressistes, genre évidemment, mais moi j'ai aussi grandi dans une génération où on m'a dit qu'il fallait que je sauve la planète. Et où en fait, c'est des enfants très très jeunes qui se retrouvent avec le poids énorme sur les épaules de rattraper ce que 5 générations avant eux ont détruit en termes de couverture sociale, en termes d'accès au logement, à l'emploi, en termes surtout climatiques. Et en fait, je trouve que c'est une responsabilité qui est beaucoup trop lourde et qui n'est pas juste, parce que, comme le dit Salomé Saké dans Sois jeune et tais-toi, si tous les jeunes votaient à gauche, on perdrait quand même les présidentielles. On perdrait quand même. Alors, c'est encore une autre question, mais même si tous les jeunes étaient du même côté que nous, ça ne suffirait pas. Et les jeunes, les très jeunes surtout, ils n'ont pas de problème pour changer d'avis. C'est pas difficile, hein. La non-binarité, à expliquer à un enfant de maternelle, pas de problème. Ils ont beaucoup d'imagination, ils n'ont pas encore intégré toutes les constructions sociales qui nous empêchent de vivre. Et donc, du coup, c'est évidemment que c'est un défi, mais pour moi, il faut vraiment concentrer nos efforts de persuasion, et croyez-moi, c'est possible que des adultes changent, sur les gens qui ont le pouvoir de changer les choses. Parce que c'est pas juste aussi de remettre un peu cette... je dis pas du tout que c'est ce que vous dites, hein, mais c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend beaucoup aussi, que c'est aux mamans de faire de la prochaine génération d'enfants féministes. Et si jamais il y a encore du sexisme, c'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués par des mères assez féministes. Mais en fait, ça, c'est nier la réalité que grandir dans une société ultra misogyne, la maman, elle peut faire tous les efforts du monde, ça ne suffit pas, en fait. Et ensuite, si on sucre toutes les subventions à la culture, aux associations et à l'école publique, il ne faut pas s'étonner que nos enfants grandissent d'une manière qui nous échappe aussi. C'est-à-dire que faire un monde féministe, c'est pas juste de l'éducation à domicile, c'est aussi des politiques publiques qui sont très très sévèrement attaquées. Et donc pour moi, il y a un truc un peu bizarre de se dire que tout doit se jouer, tout doit reposer sur la prochaine génération qui a cette espèce de boulet au pied de sauver le monde, alors qu'en réalité, c'est à nous de le faire. C'est à nous, c'est aux grands, c'est aux adultes, c'est aux gens qui ont le pouvoir de faire bon usage de ce pouvoir. Donc je mets beaucoup d'efforts dans la pédagogie, l'éducation, etc. Mais on me demande tout le temps ça, on me demande tout le temps, mais et les enfants, et les enfants, et les enfants, et je suis en mode, et les adultes. Je vous prête pas ces propos-là, je dis que, voilà. Merci beaucoup. D'autres interventions? Questions? Oui. Moi, j'avais une question qui revient un peu sur la convergence des différents groupes et tout en manif, et aussi sur la question de Némésis et comment est-ce que on construit... Enfin, je sais pas trop comment poser ma question en fait, mais comment est-ce qu'on construit un dialogue? Enfin, comment est-ce qu'en manif, on réussit à exclure les groupes qu'on veut exclure? Et qui sont ces groupes qu'on veut exclure? Moi, je pense par exemple suite à la manif du 8 mars, où il y avait non seulement Némésis, mais aussi toute l'histoire autour de Nous Vivrons, qui est un collectif, selon comment il s'appelle, de lutte contre l'antisémitisme, et qui ont été exclus de la manif, et qui, eux, leur défense, c'était des femmes juives ont été exclues de manif. Alors que Némésis, c'est très simple de pointer la chef, c'est vraiment l'extrême droite, c'est des fascistes et c'est très très simple de le montrer. Et là, il y a des questions un peu plus subtiles. Comment est-ce qu'on navigue ça? Et moi, du coup, je sais que mon feed Instagram, il a été très... j'ai eu plein de posts là-dessus et c'était un peu dommage. Je n'ai pas trop vu du coup les suites de la manif. Ça a été beaucoup de pour, contre. Comment est-ce qu'on... voilà, sur cette question-là. C'était pas très clair, mais j'espère que vous l'avez comprise. C'est vraiment la question, c'est le... Oh my God. Non, mais tu as totalement raison. Et j'ai été hier sur Mediapart pour parler de lutte contre l'antisémitisme.
Mais donc, je me suis un peu préparée. Et je pense que la réponse à ta question, c'est la même un peu que j'ai donnée hier, mais plus sur la gauche en général. C'est que pour couper le pied, pour couper le pied, pas du tout, pour couper l'herbe sous le pied, et couper les pieds aussi, allez, à l'instrumentalisation de luttes qui nous sont chères, comme le féminisme, comme la lutte contre l'antisémitisme, il faut que nous, on soit inattaquables dessus. Et je ne suis pas du tout d'accord avec la ligne politique défendue par Nous Vivrons, pas du tout. Et je trouve qu'elles se servent de la lutte contre l'antisémitisme pour pousser un agenda proche du printemps républicain avec lequel je ne suis pas du tout en accord, et que d'avoir comme défense des juifs ont été exclus de la marche, donc c'est antisémite, ce n'est pas honnête intellectuellement. Pour autant, il faut absolument que nos milieux, je vais me faire cancel, il faut absolument que nos milieux se rendent compte que toute une partie de la minorité juive ne se sent pas bien dans nos manifs féministes, et que c'est en leur faisant de la place, et c'est en s'interrogeant sur pourquoi elles ne se sentent pas bien, qu'on empêche des collectifs de droite comme Nous Vivrons de récupérer ces personnes-là. Parce que des gens qui sont un petit peu indécis, effectivement, qui voient leur feed se remplir de trucs de pour ou contre, d'extrêmement clivants, d'instrumentalisation de tous les côtés, il y a une forme de repli communautaire qui fait que tu vas choisir le collectif juif de droite plutôt que le collectif de gauche qui accueille pas les juifs. C'est malheureux, mais en fait, c'est un réflexe aussi de protection et de préservation. Et du coup, moi, je pense que c'est en nous étant au clair sur toutes ces questions, en ayant le courage de se remettre en question, en ayant de la bienveillance, en étant solide sur nos lignes politiques aussi, qu'on empêche les récupérations et les instrumentalisations de la droite et de l'extrême droite. Et je pense aussi qu'on peut s'engueuler. Je pense qu'on peut dire je suis pas d'accord avec ça. Par exemple, dire je suis contre cette ligne politique, mais je pense qu'elles n'auraient pas dû être exclues, par exemple, c'est pas ce que je pense. Je fais un dialogue là. Ouvrez les guillemets. Et qu'on devrait pouvoir discuter avec une personne qui nous dit ça, sans dire « Ah bon, t'es pas d'accord ? Bon, bah dans ces cas-là, le dialogue est impossible. » Parce que malheureusement, il va falloir qu'on se parle si on veut lutter ensemble contre notre ennemi commun. Donc pour moi, il faut arriver à reconstruire du dialogue, même avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, même si nos lignes politiques sont vraiment lointaines, et arriver aussi à se dire... Enfin voilà, pour pas prêter le flanc à cette instrumentalisation, parce qu'en fait, Nous Vivrons et Némésis, elles sont en train de se rapprocher, alors que de base, elles n'étaient pas idéologiquement si copines. Et je dis pas que c'est de la faute de la gauche. J'aime pas le discours qui dit c'est de la faute de la gauche si la droite est puissante. C'est pas vrai, c'est de la faute de la droite qui balance des idées de droite. Mais il faut qu'on soit smart et il faut qu'on soit stratégique dans comment on fait. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de dire on veut faire de la place dans nos manifs pour des meufs de droite. L'idée, c'est comment on récupère une minorité qui souffre de racisme et qui mérite d'être défendue. Et comment on fait pour la défendre correctement. Et en fait, c'est ça la question qu'on doit se poser. Et je pense que si on enlève, un peu comme on a fait pour les rassemblements pellicos, il faut occuper le terrain. Vraiment, il faut occuper le terrain. Vraiment, mais comme c'est horrible, je prends que des métaphores un peu de bataille et de champ de bataille, mais non, mais en même temps, en fait, il faut juste prendre le terrain pour qu'elles ne puissent pas s'infiltrer avec leurs idées, et je dis elles et ils, pour que les droites et les extrêmes droites ne puissent pas s'infiltrer dans ces terrains-là parce qu'il y a des petites craquelures. Il faut que nous, on soit au clair avec ça, comme on est au clair sur d'autres luttes antiracistes, sur lesquelles on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus performante. Pour moi, c'est comme ça qu'on fait. Après, voilà, j'ai pas la science infuse, c'est ce que moi je propose. Mais bon, le 8 mars, j'étais pas là parce que c'était déjà comme ça le 23 novembre et c'était déjà comme ça le 8 mars de l'année dernière, et j'avais pas envie d'être prise à partie dans ces problèmes qui pour l'instant sont assez insolubles. Et après, je suis quand même fière qu'il y ait eu une unité quand même assez énorme pour se dire, en fait, ce sera une marche féministe contre l'extrême droite. Et que beaucoup de mouvements féministes, et c'est aussi pour ça que je crois que c'est possible, c'est parce qu'il y avait beaucoup de mouvements féministes qui ne sont pas d'accord entre elles dans cette marche. Sans parler de Nous Vivrons, vraiment des féministes qui n'ont pas les mêmes lignes politiques, qui ont des gros points de désaccord, mais qui se sont mises d'accord sur l'essentiel, c'est qu'on soit des féministes antifa. Et là, il y a eu une unité, et c'est le plus gros 8 mars que j'ai jamais vu de ma life. Et Caroline Dehaze, qui a plus d'années de militantisme que moi, était en mode de mémoire. C'était la plus grosse mob avec le plus de convergence, comme quoi ça peut arriver parfois qu'on converge. Donc voilà, c'est possible. Moi, j'ai de l'espoir. Et c'est les quelques pistes que je donne. Super. Bah, merci beaucoup. On a encore le temps au moins pour une autre question, pour aborder une autre thématique. Donc si quelqu'un... on profite. Oui. Merci.
Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure déjà, et c'est très connu le constat sur la faillite du système judiciaire, notamment pour répondre à tout ce qui est VSS. Et je voulais savoir votre opinion sur cette situation et comment répondre à la fois du mieux possible au présent, c'est-à-dire apporter une solution aux victimes de VSS, sans tomber dans une espèce de punitivisme, voilà, qui est peut-être pas non plus l'option la plus progressiste qui soit. Et donc, voilà, à la fois répondre à ça et en même temps préparer un après avec peut-être des apports de la pensée anticarcérale, ce genre de choses. J'aimerais connaître votre opinion là-dessus. Merci. Je crois qu'il y avait aussi une question. Bon, sinon, on peut faire les deux après. Je sais pas. Vous voulez poser votre question? Non? Ok. Ouais, vrai sujet. Je pense que la priorité dans les cas de violences sexuelles et sexistes, c'est tout d'abord de protéger les victimes. Ça passe par, en fait, si la sécurité, elle passe par une non-proximité ou un éloignement de l'auteur, ça doit évidemment être central, quoi. C'est ça la priorité. Et l'autre priorité, c'est protéger les éventuelles futures prochaines victimes. Après, en tant que moi, personne progressiste, j'ai aussi tout un questionnement justement de... C'est bizarre parce que du coup, on voit plus la personne qui a posé la question. Mais non, mais ça veut pas dire que je dois rester debout. Je suis très critique aussi sur justement ce système carcéral et sur le fait que la prison telle qu'elle est faite aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, et notamment en France, elle produit de la récidive, elle produit de la violence, elle produit... il y a plein de choses idéologiquement contre lesquelles je suis, quoi. Du coup, je pense pas que la solution soit une surenchère justement de sanctions punitives les plus dures possibles, parce que c'est pas comme, moi c'est pas le modèle de société dans lequel j'ai envie de vivre. Moi je veux une société où les individus s'émancipent, se sentent bien, quoi, et s'oppressent pas les uns les unes les autres. Qu'il y ait aussi des modèles de sanctions, mais qui soient pas des sanctions pour des sanctions, mais qui soient des sanctions qui réparent les victimes et qui empêchent et qui réparent aussi, en quelque sorte, si on peut le dire comme ça, les auteurs de violences pour qu'ils ne le commettent plus et qu'ensuite ils soient réinsérés. Donc je pense que c'est complètement possible de porter ces différentes exigences-là. Dans la pensée progressiste, il y a plein d'auteurs, d'autrices qui ont écrit à ce sujet, qui justement offrent des pistes pour penser justement au-delà de nos systèmes et de nos modèles actuels et montrer que quand on est progressiste, on peut tout à fait imaginer un autre modèle de société et pas se contenter de ce qu'on a en se disant que il faut atteindre cet objectif et sinon on n'y arrive pas, quoi. Donc oui, complètement. On peut complètement développer une pensée anti-carcérale ou en tout cas, je ne sais pas si j'aime ce mot, mais en tout cas critique du modèle carcéral, tout en étant féministe et hyper rigoureuse sur la protection des victimes et des victimes potentielles. En fait, je trouve qu'il y a un peu deux trucs sur ce débat. C'est que, bien évidemment, la prison, ça n'a pas beaucoup de vertus. On voudrait nous faire croire que ça met des individus dangereux hors état de nuire, mais en fait pas vraiment. Et donc c'est difficile d'avoir l'impression de cautionner ce système-là, qui est en plus méga raciste. Enfin, je veux dire, les peines et les emprisonnements sont pas du tout distribués de manière égalitaire comme tout dans cette société, tout en se disant féministe et tout en médiatisant les procès. Je pense que c'est un peu ça aussi le cœur de ta question, c'est pourquoi autant insister sur les procès si on n'a pas vraiment envie de foutre des gens en prison, ce que je conçois totalement. Mais en fait, il y a un peu deux choses qui se jouent dans les procès. C'est pas tellement qui est derrière les barreaux, c'est la notion de justice et c'est que le préjudice soit reconnu par la société. Et ça a une vertu réparatrice, en fait. Qu'on te dise, il avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit, et la société le sait, et en fait, on va lui mettre le nez dans son caca, en fait, et juste dire on ne traite pas les femmes comme ça, c'est pas ok. Et ça, pour des personnes dont l'intégrité a été complètement bafouée, d'avoir cette reconnaissance publique, pas juste de l'institution, déjà de l'institution c'est très important, mais aussi que publiquement ça fasse bouger les choses, c'est super important, et c'est aussi pour ça qu'on met l'accent sur la victimisation secondaire, c'est que beaucoup de personnes qui sont passées par l'espèce de chemin de croix de procédure pénale disent que le procès les a plus traumatisés que l'agression initiale. Ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Et donc, du coup, pour moi, médiatiser les procès, c'est pas
crier guillotinez-les en prison, etc. Au contraire, c'est mettre le coup de projecteur sur les défaillances des prises en charge judiciaires et du coup les transformer. Et du coup se poser collectivement la question de comment on fait mieux, parce que le système carcéral, pénal qu'on a aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Non seulement il n'y a jamais de condamnation, puis les procès n'ont pas lieu de toute façon dans 94% des plaintes déposées, ce qui est lunaire comme stat, mais en plus, quand ça se passe très mal. Et ça ne répond pas du tout aux objectifs de déclarer de la justice, de déjà rendre justice, et puis de protéger et de réparer les victimes et les auteurs d'ailleurs. Donc pour moi, les procès, ils sont aussi un peu un outil pour mettre la lumière sur ce qui ne fonctionne pas et pour réfléchir collectivement à comment ça pourrait fonctionner. Et puis, il y a aussi une vertu très matérialiste finalement, qui est que les femmes à qui on répète à longueur de journée qu'il faut qu'elles aillent porter plainte, quand elles le font, il faut être là pour elles, quoi. C'est tellement dur. Elles peuvent pas être toutes seules. Si les féministes viennent pas les soutenir, et si en plus elles ont des comptes à rendre en mode je croyais que tu étais féministe, tu t'es fait violer, et en plus tu veux envoyer le mec en prison, c'est pas très déconstruit ça. Mais en fait, c'est l'enfer. Donc nous, il faut qu'on soit de leur côté. Et il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on les aide à traverser ça, indépendamment en fait, du résultat. Nous, on n'est pas pénalistes. Il y a plein d'avocates féministes aussi. J'ai eu lieu de me rendre compte pendant le procès de Pardieu auquel j'ai assisté intégralement. Il y a vraiment des avocats vraiment misos. Et il y a aussi toute une fronde d'avocates féministes. Et en fait, c'est juste l'idée d'être là, de dire « t'es pas seul, c'est pas de ta faute ». C'était pas ok de faire ça, et rien que ça en fait, c'est une démarche féministe en fait intrinsèquement. Donc voilà, pour moi le débat carcéral anticarcéral, évidemment qu'il faut l'avoir, évidemment qu'on est tous du côté plutôt anticarcéral, mais c'est la même chose que tout un immense débat de société où il faut soutenir les personnes qui subissent ces épreuves tout en pensant à la société de demain. Et encore une fois, c'est aussi un peu ce que j'ai dit hier, je pense qu'on est suffisamment nombreuses pour, encore une fois, se diviser un peu le travail et avoir des gens qui répondent à ces interrogations par des initiatives comme la justice restaurative, par exemple. Je pense qu'on a tous vu Je verrai toujours vos visages. Voilà, ce film qui met en scène une pratique de réparation entre détenus et victimes. C'est pas les personnes qui ont été agressées par ces personnes-là, mais elles ont subi une agression similaire et qui discutent ensemble de comment se réparer. C'est, il me semble, les Québécois qui ont mis au jour cette technique. J'ai lu aussi Faire justice de Elsa Deck-Meursault, qui parle de féministes anticarcérales dans les années 70 qui proposaient des procès sans peine, qui proposaient qu'il y ait la tenue d'un procès et un verdict à la fin, mais qu'on n'envoie pas la personne en prison, que en fait, le procès serve de condamnation, où on prend à partie la société civile et la justice qui dit voilà, il est coupable, il n'avait pas le droit de faire ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que la personne va être derrière les barreaux. Ça aussi, je trouve que c'est une piste hyper intéressante en fait. Voilà, je n'ai pas la réponse, mais il y a plein de gens qui réfléchissent à plein de trucs, et je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe dans le présent, pas que dans le monde des idées, mais dans le monde de maintenant. Il y a des procès tous les jours, et il y a des Gisèle Pellicot tous les jours malheureusement, et elles méritent qu'on les soutienne. Merci. Alors nous, à Lyon, on a une singularité, les personnes issues de l'immigration, dont nous faisons partie. Et la question qu'on nous pose aujourd'hui, c'est notre jeunesse, avec qui on bosse encore sur, évidemment, le racisme énorme et l'islamophobie énorme. Alors, nos enfants nous demandent de parler de notre mémoire et de notre histoire. Parce qu'à Lyon, vous êtes dans le berceau des mouvements issus de l'immigration. Et ces mouvements issus de l'immigration ont existé à travers que des femmes, dont je fais partie. Alors nous sommes appelés Zahma de banlieue, et les jeunes arabes de Lyon, de sa banlieue, pour provoquer. Mais nous étions dans un mouvement très ouvert. Et nous étions donc que face à la mort de jeunes. Donc notre mouvement était donc... on était éminemment des féministes, on se revendiquait d'être des féministes, et on provoquait, puisqu'on arrivait, il faut le dire, en mini-jupe et talons aiguilles, dans des manifs énormes. On a organisé des manifs énormes, et on s'est battus, évidemment, tout le temps. Mais on l'a toujours fait avec beaucoup de créativité. On a eu le réflexe de s'associer avec Rachida, donc qui est un ami qui était dedans, et carte de séjour, et ensuite
un tas d'autres groupes, du théâtre, etc. Donc on a fait en sorte d'être visible de cette façon, y compris d'aller squatter le Progrès, qui était raciste. Et on a fait tellement de choses et on était très nombreux. Il faut savoir que nos manifs, elles étaient énormes et qu'on avait absolument besoin des syndicats. Donc on avait la CGT qui nous encadrait totalement pour qu'il n'y ait pas de dérive. Et il s'avère que c'est devenu un lieu où tout le monde débarquait. Donc on avait Marseille, on avait Paris évidemment, on avait Lille, on avait partout. Et cette histoire, il faut la raconter parce qu'elle est historique, parce qu'elle est extrêmement bien documentée. Et ce ne sont que 4 femmes. Nous n'étions que 4 femmes dans une colère et dans une peur dingue, mais on avait une histoire. On était dans les mouvements féministes, d'accord ? Et on était dans les mouvements d'extrême gauche, clairement, d'accord ? Et je voudrais dire que aujourd'hui, c'est vrai qu'ils nous posent cette question et qu'ils nous disent, mais bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la relève est là. Elle est énorme. La preuve en est, on l'a eu samedi, où ils ont organisé un truc dans un lieu incroyable. On n'a pas osé y aller, mais on est arrivé. Il y avait 600 personnes. Il y avait les migrants. Il y avait des anards, évidemment. Il y avait de la musique. Il y avait à manger. Il y avait des bonbons où c'était écrit. Oh, ça nous a fait pleurer de rire. Attention, il y a du porc là. Et il y avait de l'alcool, il y avait tout. Mais ce qui était extraordinaire, c'est la diversité des gens. Des Africains, des sans-papiers, des bobos, et vraiment 600 personnes, on s'y attendait pas. Voilà. Donc à Lyon, ça marche. Merci pour ce message d'espoir. Et bravo. Et on continue avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage, justement. Est-ce que Mathilde, Blanche, un mot pour la fin, peut-être, pour conclure cet échange ? Ouais, non, mais merci d'être venu présent et j'espère que ça vous a redonné un peu de force et d'espoir parce que c'est quand on a le cœur plein qu'on arrive à se mettre en mouvement et à s'engager. Donc c'est ça le plus important, je pense. Merci à toutes et à tous.